Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot Daf Pei et on commence à la Mishnah Daf Ayin Tet Amud Bet en bas. Le sujet c'est les Nirsemilog. Nirsemilog, rappelons-le, ce sont les biens que la femme a apportés, amenés avec elle dans le mariage et dont la propriété se définit de la façon suivante. Tant qu'ils sont mariés, le corps des biens appartient à la femme, tandis que la production, les pérotes, appartiennent au mari. Ce qu'on va appeler la femme un kinyan agouf et le mari un kinyan perot. Notre Mishnah discute du fait que le mari a un kinyan perot, c'est lui qui s'occupe de ses biens, c'est lui qui les entretient et c'est lui qui investit dedans pour leur donner de la valeur, leur donner de la valeur ajoutée. Maintenant, la Gemara va poser la question, que se passe-t-il s'il a investi de l'argent et puis il a investi beaucoup d'argent et il n'a pas eu le temps de profiter pleinement de cet argent et hop, ils ont divorcé, donc la femme récupère son bien et lui il se retrouve sans rien. Il aura investi beaucoup d'argent, il va se retrouver sans rien. Qu'est-ce qu'on fait dans cette configuration? Alors la Gemara nous dit un principe très simple. S'il a investi de l'argent et qu'il a mangé ne serait-ce qu'un petit peu, la Mishnah nous dit un principe très simple. S'il a investi de l'argent et qu'il a mangé ne serait-ce qu'un petit peu, alors là, on ne fait plus de calcul. Maché otsi, ce qu'il a dépensé, ce qu'il a investi, c'est investi, il ne peut pas le récupérer. Ce qu'il a mangé, il a mangé, et donc on fait pas de calcul. Par contre, s'il a investi de l'argent mais qu'il n'a pas encore profité de ses pérotes, il n'a pas encore profité de ses biens, alors là, il devra faire une shvoua, il devra jurer sur la quantité d'argent qu'il a investi et il pourra récupérer cet argent du terrain ou en tout cas de la plus-value du terrain. Donc là on a les deux cas. S'il a investi et qu'il a mangé un petit peu, alors ce qu'il a investi est investi, il ne peut pas le récupérer, ce qu'il a mangé est mangé, et il n'y a pas de comparaison entre les deux. Par contre, s'il n'a fait qu'investir, il n'a pas encore mangé, il n'a pas encore profité de ce bien, alors il pourra faire une shvoua, jurer et récupérer ses biens. Nous dit la Mishnah, quelqu'un qui a investi de l'argent sur les biens de sa femme, sur les biens de sa femme, donc c'est Nirsemilog, qu'il ait dépensé beaucoup et mangé un petit peu, ou qu'il ait dépensé un petit peu et mangé beaucoup, ce sont deux comptes différents et on ne va pas les comparer. Par contre, Otsi velo achal, s'il a investi, il a dépensé de l'argent mais il n'a pas encore consommé, Yishava kama otsi veitol, il devra jurer combien il a dépensé pour récupérer cet argent et il pourra récupérer cet argent. Vekama kima, demande la Gemara. La Gemara demande, on a dit, à partir du moment où il a mangé ne serait-ce qu'un petit peu, alors ça y est, il peut plus réclamer son investissement. C'est quoi un petit peu? Vekama kima. Amar Rabbi Yossi afilu grogratachat. Rabbi Yossi nous dit, ne serait-ce qu'une figue sèche. Veu shachla derer kavod. Par contre, il faut qu'il ait mangé de façon respectueuse, de façon honorable, pas à la va-vite. Amar Rabbi Abba, Amrei berav afilu shigra de tamre. Rabbi Abba nous dit qu'au Beth Midrash de Rav, on dit même shigra de tamre, même des dattes écrasées, c'est bon pour qu'il perde ce mérite. C'est considéré qu'il a pris son kinyan perot et donc il ne peut plus rien réclamer de sa femme. Boy Ravi bay choufza de tamre maï. Rav Beva pose la question, choufza de tamre, qu'en est-il? Qu'est-ce que choufza de tamre? Alors il y a deux explications de Rashi. Ou c'est lorsqu'on fait de l'alcool avec des dattes, c'est ce qui reste, l'absolète, ce qui reste de l'alcool. Ou alors c'est pour faire de l'alcool, on écrase bien ces dates, et donc ces dates bien écrasées, est-ce que ça compte aussi? Teiku, on n'a pas de réponse. Lo achla derer kavod. Donc ça on a dit, à partir de quand, c'est quoi manger un petit peu? Si c'est derer kavod, c'est ou grogerot, ou une figue, ou shigra de tamre, ou des dates écrasées. Maintenant, demande la Gemara, lo achla derer kavod maï, s'il ne mange pas de façon respectueuse, à partir de quand il ne peut plus réclamer les hotzaot, l'investissement qu'il a fait. Omarula, plige betre amoraï b'marava, où là nous dit il y a deux amoraïm qui sont en marloquet là-dessus, qui discutent là-dessus en Eretz Israël. Chad amar bike isar, ve chad amar bike dina. Un dit la valeur financière de 1 isar, tandis que l'autre dit la valeur financière de 1 dinar. Amre daine de Pumpedite avad baraviou da ouvda bechavi les murot. Les dayanim de Pumpedite rapportaient le fait que Rav Yehuda, il y avait un cas qui s'était présenté devant lui, donc lui, il réclamait l'argent, il venait divorcer, il dit j'ai investi 100 000, disons, et j'ai investi beaucoup d'argent dans ce terrain, je n'en ai pas profité. La seule chose que j'ai faite, j'ai pris
les branches des figues. Et j'ai utilisé les branches de figues pour les branches pardon, les branches des vignes. Et je les ai données à mes animaux. C'est des choses que les animaux mangent, les branches des vignes. C'est la seule chose que j'ai profité de ce terrain. Alors Rav Yehuda a dit, étant donné que tu as quand même profité, le fait même de profiter ne serait-ce que des branches des vignes, alors c'est considéré profiter du terrain, utiliser ton kinyan perot, et donc tu as perdu tout ton investissement. Ça c'est ce que les dayanim de Pumpetita disent, que Rav Yehuda vaduvda bechavilez murot, Rav Yehuda avait tranché la halacha, en disant qu'il avait perdu le hotzot, ne se basant que sur la consommation, l'utilisation de chavilez murot, de ces branches de vigne. Donc dit la Gemara, Rav Yehuda letaimed, Rav Yehuda achla ochla shviit vekilaim arezu chazaka. Rav Yehuda pense comme cela. On avait déjà vu cette chita de Rav Yehuda qui pense que ne serait-ce que l'utilisation de profit qu'on a uniquement de chavilez morot, des branches de vigne, c'est considéré une bonne utilisation. En effet, au sujet de la chazaka, qu'est-ce que la chazaka? La chazaka, c'est l'utilisation continue d'un terrain pendant 3 ans qui me permet, qui constitue en soi une preuve, si je prétends avoir acheté ce terrain, le fait de l'avoir utilisé pendant 3 ans le fait de l'avoir utilisé pendant 3 ans, ça considère une preuve que c'est à moi si je dis que je l'ai acheté. Reprenons, qu'est-ce qu'une chazaka? Une chazaka, c'est l'utilisation d'un terrain pendant 3 ans, plus la ta'ana que j'ai acheté ce terrain. Cette utilisation sera considérée comme une preuve de l'achat, comme une preuve de mon achat. Je n'aurai pas besoin d'apporter une autre preuve. Par contre, pour qu'il y ait une chazaka, il faut avoir 3 ans d'utilisation normale. Que se passe-t-il si, pendant ces 3 ans, il y a la orla, il y a la shvi'it, ou il y a kilaim? Qu'est-ce que je fais? Que dans ces 3 années, le seul profit que je ne peux avoir, c'est que des chavilez morot. Ce n'est que de ces branches de vigne. Rav Yehuda nous dit, si pendant ces 3 ans, pendant une de ces 3 années, il n'a profité que des branches de vigne, ça s'appelle quand même une bonne utilisation. Nous voyons donc d'ici la chita de Rabbi Yehuda qui pense que l'utilisation et le profit qu'on a uniquement des branches de vigne, c'est considéré comme une utilisation qui va avoir légale, enfin pas légale, c'est-à-dire qui va avoir un effet, on va la considérer comme une bonne utilisation, comme toute autre utilisation, comme tout autre profit. Amar Rabbi Yokov Amar Rav Chizda moitzi utzaot anirse ishto ktana ki moitzi anirse acher dame. Maitama avdu berabonon takonto ki yechidelo na nifsidinhu. Je dis la Gemara, de façon générale, on a énoncé un principe que à moitzi utzaot, c'est quelqu'un qui a dépensé de l'argent pour les biens de la femme. Si il a mangé un petit peu et qu'après il divorce, et ben ce petit peu qu'il a mangé, ça va faire qu'il va plus pouvoir réclamer ses hotzot. Je dis la Gemara, il y a une exception. Quelqu'un qui est marié avec une femme et alors que sa femme n'est encore que ktana. Si sa femme est encore que ktana, les kiddushin ne sont que des rabanan. Si les kiddushin ne sont que des rabanan, la femme peut faire miyun et donc peut annuler à tout moment les kiddushin et par conséquent récupérer tous ses biens. Étant donné qu'il y a qu'il y a cette problématique-là, il y a cette possibilité-là, le mari qui voit ses biens face à lui, il ne va pas s'investir dans ses biens, il ne va pas dépenser de l'argent parce qu'il sait ici, il dit d'ici demain, elle peut décider, hop, je vais divorcer, je vais divorcer, je vais faire mioun, et elle peut annuler le mariage de son propre chef tout seul, et donc moi je perds tout mon investissement. Donc moi je vais que utiliser, semer dans ce terrain, même si ça va abîmer le terrain, l'essentiel c'est que moi j'ai du produit et je ne vais pas investir dans la qualité de ce terrain. Chazal ont vu qu'il y avait, Chachamim ont vu qu'il y avait un problème à ça. Si on laissait le din comme il est normalement énoncé au sujet de cette personne qui est mariée avec une jeune fille, qui elle-même a la possibilité d'annuler le mariage toute seule, sans demander, sans avoir besoin d'un quelconque autre accord. Étant donné qu'ils ont voulu ça, ils ont fait une takana, ils ont institué que quand bien même il aurait mangé, si un homme a eu des dépenses pour le terrain, quand bien même il aurait mangé, il a le droit de réclamer son salaire comme un métayer, c'est-à-dire de réclamer un pourcentage de la récolte, et pas de perdre complètement tout son investissement, parce qu'on a vu que si on laissait le din comme il devrait être, alors il allait avoir peur que la femme fasse mioun, et donc il n'allait pas s'occuper du bien convenablement. Omar Rav Yaakov, Omar Rav Chizda, Rav Yaakov dit au nom de Rav Chizda, Moitzi utzaot anirse ishto ktana ke moitzi anirse acher dame.
quelqu'un qui investit dans les biens de sa femme qui est petite, c'est comme s'il investissait sur les biens de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en tant que métayer. Maïtama, pourquoi Avdo barabanan takanta qui est nous, pourquoi est-ce que c'est cela? Parce que Chachamim ont fait une takana pour cette jeune fille afin que le mari, qui n'est marié que Mider Bananael, n'utilise pas les biens d'une façon qui leur fasse perdre de la valeur. Continue la Gemara. Aïteta de naflula arba mea zouze bei chuzaim. Cette femme qui a reçu un héritage de 400 zouz chuzaim qui était à Chuzaim. Azil gavra afik shit mea. Son mari est allé récupérer cet héritage, mais c'était un long trajet, il a dépensé pour cela 600 zouz. Donc il a dépensé 600 zouz pour aller récolter un héritage de 400 zouz. Et donc maintenant, nous on a un principe, on connaît, qu'il peut réclamer ces 600 zouz. En tout cas, il peut réclamer son bien. Il peut réclamer les dépenses qu'il a fait. Il a dépensé pour le voyage 600 et alors qu'il n'a apporté que 400. Au moment du chemin, il a eu besoin d'utiliser un zouz. Alors qu'a-t-il fait? Il avait 400 zouz, il a dit hop, je prends un zouz. Qu'est-ce qui se passe au moment où il prend un zouz? Il se fait avoir a priori. Pourquoi? Parce qu'il commence à consommer. Étant donné qu'il commence à consommer, on dit ce qu'il a dépensé, il a dépensé. Et ce qu'il a consommé, il a consommé et on ne fait pas de corrélation entre les deux. Donc il peut avoir dépensé 600, à partir du moment où il a mangé un zouz, il a tout perdu. Ils sont venus devant Rabbi Ami. Et donc ils ont voulu divorcer, donc il a voulu récupérer ses biens, ils sont venus devant Rabbi Ami. Rabbi Ami lui a dit, ce que tu as investi, tu l'as investi, ce que tu as mangé, c'est deux comptes différents. Amroulé, Rabbanon et Rabbi Ami. Rabbanon ont dit à Rabbi Ami, n'était pas d'accord avec ça. Hanemile echadeka achil pire, hakarnaka achil, voitzai. Il dit non, tout le din qu'on dit lorsqu'il a consommé que ça sépare les comptes, il ne peut plus réclamer son investissement, c'est uniquement lorsqu'il a consommé des pérotes, de ce qu'il avait le droit de consommer. Mais là, qu'a-t-il pris? Il a pris du keren. Du keren, il n'avait pas le droit de consommer. Donc ce qu'il a pris du keren, en réalité, c'est comme un prêt. Il a emprunté de l'argent à la femme pour lui rendre. Mais ça ne rentre pas dans la takana, dans le guéder de la consommation, des nirsemilok, parce qu'il a mangé quelque chose qu'il n'avait pas le droit de prendre. Donc, étant donné que c'est là, étant donné que c'est le cas, c'est comme s'il avait emprunté de l'argent à la femme, il n'a toujours pas consommé les nirse milog de la femme. Tandis qu'il n'a toujours pas consommé les nirse milog de la femme, le kinyan perot, il n'a toujours pas rendu mamash, il n'a toujours pas cristallisé, il n'a toujours pas utilisé ce kinyan perot, donc on va regarder l'investissement, il pourra récupérer son investissement. Yishava kamaotzi ve yitol. Amar Abiyasi. Ok. Yishava kamaotzi ve yitol. On a enseigné dans la Mishnah, donc, le din que l'on vient d'énoncer, que s'il n'a pas consommé, il n'a pas utilisé son kinyan perot, il jure combien il a dépensé, et puis il pourra récupérer ça. Omar Abiyasi, vehu shiyesh shevar keneged hotsa'a. C'est uniquement, nous dit Ravasi, si l'investissement est égal à la plus-value du terrain. Si l'investissement la valeur de l'investissement, la valeur investie est égale à la plus-value, alors là, ça colle, il pourra faire une choix et récupérer. La Gemara va demander qu'est-ce que ça vient exclure. Est-ce que ça vient exclure si la plus-value est supérieure à l'investissement, auquel cas il peut récupérer sans faire de choix, sans jurer, ou ça vient exclure le cas où la plus-value est inférieure à l'investissement, auquel cas il ne peut récupérer son argent, il ne peut pas récupérer tout son investissement, mais c'est limité, c'est majoré à la valeur de la plus-value. C'est ça? Donc Ravasi nous dit, ce qui a été dit dans la Mishnah, c'est uniquement si la hotza'a est égale au shvar. L'investissement qu'il a mis est de même valeur que la plus-value du terrain. Demande la Gemara, les maïl cheta, que vient-il nous enseigner? Quel halakha? Que vient-il exclure? Omar Abaye, shimaya shvar qui était l'otza, notelet otza belo shvua. Cela vient nous enseigner a priori que si le shvar, si la plus-value de terrain est supérieure à la otza,
alors il peut récupérer la hotza, l'investissement, sans faire de choix, sans besoin de jurer. Si c'est égaux, alors, si c'est la même valeur, alors il a besoin de jurer pour récupérer sa hotza. Mais si de toute façon il y a plus de chevar, il n'a pas besoin de jurer. C'est ce que nous dit Abaye. Demande la Gemara, Imken, Amar le Rava Imken, Atele Aroumé. Il dit si c'est ainsi, quand bien même, si le din il est comme ça, que quand c'est égal, il a besoin de faire une choix, et quand ça vaut plus, il n'a pas besoin de faire une choix. Alors au lieu de dire, même s'ils ont fait une valeur égale, les gens vont dire non, moi j'ai dépensé un petit peu moins, comme ça il va pouvoir récupérer. Sans faire de choix, il y aura des voyous qui vont récupérer de l'argent sans faire de choix, alors qu'ils auraient dû faire une choix. Et la marava, ça ne vient pas exclure le cas où la hotsa'a, ça vient pas exclure le cas où le shvar ou la plus-value est supérieure à la hotsa, mais ça vient exclure le cas où le shvar, la plus-value, est inférieure à la hotsa. Et la marava, chez Maïta hotsa, yetera la shvar. En lo et la hotsa, shiur shvar ou beshwa, que si la hotsa était supérieure au shvar, il ne peut récupérer pas toute sa hotsa, mais uniquement la valeur du shvar, la valeur de la plus-value, en jurant. Et en jurant, et donc il devra toujours, de toute façon, il devra faire une choix pour récupérer son argent. Et là, Maravash et Maïta Hotsa, Yetera la Shvach, Elo et la Hotsa, Shiur Shvach, ou Be Shvua. Demande à Gmara. Iba Yaleu, Bahal, Sheorid Arisin Tartav, Mao, Adaïte de Bol Nachit, Istalik le Baal, Istalik ou Lehu, Odin Madaïte de Oro Nachis, Voro qui Kaime le Ariso Kaime. Demande à Gmara, un mari qui a engagé des métayers pour travailler sur le terrain. Et que s'est-il passé? Ils ont commencé à travailler, ils travaillent, ils n'ont toujours pas reçu leur salaire, qui est un pourcentage du terrain, et puis maintenant le mari et la femme décident de divorcer. Que se passe-t-il? Le mari n'a plus aucun bien dans ce terrain, et eux ils ont un pourcentage de ce terrain, ils ont un pourcentage du terrain du mari, or le mari n'a plus de terrain. Donc, que est-ce qu'ils peuvent réclamer? Est-ce qu'on va les regarder par rapport au mari? Ils doivent pas prendre un pourcentage du terrain qui appartient au mari, or le mari n'a plus rien, donc eux non plus ne reçoivent plus rien, ou alors non, quand ils sont travaillés sur le terrain, c'était pour la femme, parce que c'était considéré comme pour la femme, parce que de toute façon la femme aussi aurait dû mettre, c'était un terrain qui était censé être travaillé, donc la femme elle aussi aurait dû mettre en place des métayers, des ouvriers pour travailler ce terrain, et donc quand bien même ils divorceraient, ils pourraient toujours réclamer leur part du terrain, leur pourcentage de la récolte. C'est ce que la Gemara va demander. Le métayer que le mari met en place, est-ce que c'est Adaïta des Baal par rapport au mari, ou Adaïta des Hara, ou c'est par rapport au terrain? Baal Shorid Arisin Tartavma ou Adaïta des Bol Noch Istalik Lehu Baal Istaliku Lehu, un mari qui a mis des métayers sur son terrain. Est-ce qu'ils ont l'intention, ils ont un rapport par rapport au mari, et donc si le mari divorce, n'a plus aucune propriété, ben eux aussi ne peuvent plus rien réclamer. Ou peut-être ont-ils l'intention, c'est par rapport à la terre, et la terre étant donné qu'on a besoin de la travailler, donc ils ont le droit de... Et donc même si eux ils n'étaient pas là, la femme aurait dû mettre quelqu'un d'autre, donc ils peuvent recevoir leur salaire, leur pourcentage. מתקיף לרבה בבחנן, מה ישנה מהיורד לתוך שדה חברו ונייתה שלו ברשות שמין לו וידו על התחתונה. La Gemara demande, va s'étonner de la position qu'on a, que c'est possible que les métayers ne reçoivent rien du tout s'ils ont eu par rapport au mari. Pourquoi? Comment est-ce qu'ils pourraient recevoir rien du tout? Pourtant, nous avons un principe. Ayored le Sade Chavero Shelo Birshut. Quelqu'un qui décide, monsieur Reuven, il décide d'aller dans le Sade de Shimon. Personne ne lui a rien demandé, et il commence à travailler. Il commence à travailler. Et il a dépensé de l'argent dans ce terrain. Il a donné une plus-value à ce terrain. Le din est qu'il va récupérer la somme la plus petite des deux. Si c'est le shvar, alors il va récupérer... S'il n'a pas fait une très grande plus-value, il va récupérer quand même ce qu'il a dépensé majoré à la valeur de la plus-value. Et s'il a fait même s'il a fait une très grosse plus-value, il va récupérer uniquement l'argent qu'il a investi. Mais en tout cas, il ne peut pas sortir sans rien du tout. Comment est-ce que cela se fait-il que dans ce cas-là, on envisage la possibilité que les métayers ressortent sans rien du tout? מתקיף לרבה ברבחנן, מה ישנם יורד לתוך שדה חברו ונטע שלו ברשות דשמין לו וידו לתחתונה? Pourquoi est-ce cela pire que יורד לתוך שדה חברו שלו ברשות?
eux, on a une possibilité qu'ils ne reçoivent rien. Et tandis qu'il y aurait des Torsadeh Chaverosh, le Birchut, il doit y recevoir quelque chose. Réponse de la Gemara, Hotsom lika inish de Toroch, ocho, ika baal de Tarach. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que le Yored, les Torsadeh Chaverosh et le Birchut, celui qui va travailler le terrain de quelqu'un d'autre, il n'y a personne qui peut travailler ce terrain. Donc lui, au moins, il a travaillé le terrain. Tandis que là, ces métayers, ils travaillent à la place du mari. Or, le mari aurait pu travailler, il n'y aura pas eu de dépenses. Là, tu crées des dépenses en plus. Donc, c'est pour ça qu'on a une éventualité que la femme ne doit rien payer à cette personne. Maïhave Allah, qu'est-ce qu'on a enseigné donc dans ce safek? Comme Aravuna bered Rav Yoshua, Chazina ni ba'alaris avu istalekle. Iba istalekle ba istalku lehu. Iba lavarisu aralaris ekaime. On va voir. Si le mari est lui-même métayer, alors il aurait pu travailler. S'il aurait pu travailler, on n'a pas besoin de ses métayers. Si on n'a pas besoin de ses métayers, il ressort sans rien du tout et ils ne peuvent rien réclamer. Par contre, si le mari ne connaît pas le travail de la terre, il n'est pas métayer, et donc il fallait bien mettre quelqu'un. Et donc eux sont ces quelqu'un qu'on met à leur place et donc ils peuvent réclamer leur argent de la femme. Ibayelehu. Baal shemachar karka le perot ma'u. Mi amrinan maï de kone akne. Odilma kitakinu le rabonon perot le baal. Mishum revar beita valesvenune lo. Un mari qui, maintenant une autre question, Denir Semilog. Un mari, on a dit qu'il a le Kinyan Perot et la femme a le Kinyan Agouf. Maintenant, que se passe-t-il s'il veut vendre son Kinyan Perot à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, il vend le terrain à quelqu'un d'autre qui fait, et quel est le contrat? Que cette autre personne a le droit de profiter des biens tant que la femme est encore en vie et qu'il reste marié. Sinon, le terrain reviendrait. Après, le terrain reviendra à la femme. S'il divorce, le terrain reviendra à la femme. Mais tant qu'ils sont mariés, il a le droit, cette autre personne, cet acheteur a le droit de profiter des pérotes. Est-ce que le mari a la capacité de vendre ça à quelqu'un d'autre? A priori, s'il a un Kinyan Perot, il a la possibilité de le vendre. Alors nous dit la Gemara, on a deux éventualités. S'il a vendu ce Kinyan Perot, est-ce qu'on va dire parce qu'il avait, il a vendu, donc c'est une bonne vente? On va dire non, peut-être que tout ce que Rabbanan a institué qu'il a un Kinyan Perot, c'est uniquement pour profiter, pour qu'il ait de la largesse à la maison. Donc il va bien s'entendre avec sa femme, s'il va avoir ce Kinyan Perot, il va profiter. Mais là, s'il le vend à quelqu'un d'autre, ça, il n'aura rien à la maison. Et donc ça, Chachamim ne lui ont pas donné la possibilité de voir ça. Quand bien même c'est un Kinyan Perot, c'est un Kinyan Perot qui est limité à son usage personnel, mais qui n'est pas... c'est à son usage personnel, mais il n'a pas la possibilité de le vendre à quelqu'un d'autre. Alors, qu'avons-nous sur cette question? Yehuda mar bar maremar, mishmederov omar ma sheasa asouy. Yehuda mar, fils de Maremar, dit au nom de Rava, ce qu'il a fait, c'est une bonne vente. Rav Papa amar mishmederov lo asa velo klum. Rav Papa dit au nom de Rava, donc on a deux enseignements. Yehuda bar maremar qui dit au nom de Rava, et Rav Papa qui dit un enseignement contradictoire au nom aussi de Rava, qui dit lo asa velo klum, il n'a rien fait du tout, ce n'est pas une bonne vente. Alors, est-ce que c'est une bonne vente ou est-ce que c'est pas une bonne vente? Amar Rav Papa nous dit Hadi Yehuda mar bar maremar, la veferush itmar et la michlala itmar. Ce que Yehuda Mar, fils de Maremar, a déduit que c'était l'opinion de Rava, il ne l'a pas entendu explicitement de Rava, mais il a déduit. Il a déduit que c'était une bonne vente. Pourquoi? Quel était le cas? Il a vu un psakdin de Rava. Quel était le cas? Un homme, une femme qui s'est mariée avec un homme et elle a apporté dans le mariage 2 servantes. Après, cet homme s'est marié avec une autre femme, donc il avait 2 femmes et la première femme lui avait apporté 2 servantes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une des 2 servantes que sa première femme lui avait amenée dans le mariage et il l'a donnée à sa deuxième femme. Et alors elle n'était pas contente. Elle a dit, il n'a pas la capacité, donc a priori c'est comme s'il avait vendu son kinyan perot à quelqu'un d'autre. Alors la première femme est venue devant Rava, elle a crié, elle a dit c'est scandaleux, et Rava n'a pas répondu. Rava n'a pas prêté attention à ce qu'elle disait, parce qu'il a estimé qu'elle était dans le tort. La question est pourquoi est-ce qu'elle est dans le tort? Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas raison? On a 2 possibilités d'expliquer. Ou parce qu'un homme, il a le droit de vendre son kinyan perot à quelqu'un d'autre, et c'est ce qu'il a fait ici. Ou, et c'est ce que va nous dire Rav Papa, c'est pas, un homme il n'a pas le droit de vendre son kinyan perot à quelqu'un d'autre, mais
Dans ce cas précis, pourquoi est-ce qu'il a un kinyan perot? Pour que la maison fonctionne, pour qu'il y ait de la largesse dans la maison. Là, il y a toujours de la largesse dans la maison, parce que quand bien même il a donné cette servante à sa deuxième femme, elle va travailler dans la maison et ça va aider. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas comparer le cas du mari qui a donné sa servante la servante d'une femme à sa deuxième femme, au mari qui a donné des kinyan perot, qui a vendu son kinyan perot à quelqu'un d'autre, une personne extérieure qui ne fait plus partie de la maison. C'est comme ça que Rav Papa nous dit, en réalité, l'opinion de Rava, c'est pas comme Yehuda bar Maremar. L'opinion de Rava, c'est que l'orasav et l'oklum, une personne n'a pas le droit de vendre, ne peut pas vendre son kinyan perot à quelqu'un d'autre. Dans les mots, la personne qui a vu ce psak din de Rava, qui n'a pas écouté cette première femme, il dit parce qu'il pense un homme, il a le droit de vendre, macha asui. Et donc là, c'est ce qu'il a fait, c'est comme s'il avait vendu à quelqu'un d'autre. Velohi, mishum revarbeta ve'akaravar. C'est pas ça là. Et c'est pas pour ça que Rava n'a pas écouté. C'est parce que, pourquoi est-ce qu'il y a ce kinyan perot mishum revar beta, pour qu'il y ait de la largesse à la maison. Et là, il y a toujours de la largesse à la maison parce que la servante va travailler quand bien même elle serait chez la deuxième femme. Veil cheta. Et la lacha. Et baal shemachar karka les perot lo asa velo klum. Un mari qui a vendu son karka pour les perot, il n'a pas fait, ce n'est pas une bonne vente. La question est pourquoi est-ce que ça n'est pas une bonne vente? Va avoir deux explications. Maïtama, Abaye Amar, Chayshinan Shematarsif, Rava Amar, Mishum Revach Beta. Rava dit, on va commencer par le deuxième, Rava dit, Mishum Revach Beta, parce que le Kinyan Perot, c'est fait pour qu'il y ait de la largesse à la maison, c'est pas fait pour les vendre à quelqu'un d'autre. Abaye dit, non, théoriquement, il a la capacité de le vendre. Mais pourquoi est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas le droit de le vendre, il ne peut pas le vendre à quelqu'un d'autre? Étant donné qu'il l'a vendu à quelqu'un qui sait que ce terrain va partir une fois que ce mariage va exploser, va divorcer, ou alors qu'il y en a un des deux qui va mourir, il sait qu'il ne va plus récupérer, donc il est là que pour profiter de son terrain. Il est là que pour profiter des perotes, et donc il ne va pas investir dans ce terrain, et donc il va abîmer le terrain par une utilisation trop pas adaptée, pas adéquate, puisque son but va être uniquement de produire la plus grande quantité en le minimum de temps. Et donc on a peur que si un mari s'il y a un acheteur qui achète uniquement les pérotes d'un terrain, alors il va abîmer le terrain, on ne veut pas qu'on abîme le terrain de la femme. Donc ici on a deux raisons pour ça, la raison de Abaye et la raison de Rava. Abaye nous dit, parce qu'on ne veut pas que l'acheteur abîme le terrain de la femme, Rava nous dit non, toute la takana de Kinyan Perot, c'est Mishum Revar Beta, et s'il le vend à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de largesse à la maison. Maï Benayou, quelle différence entre les deux raisons? Et qu'à Benayou, Arad et Mekarev le Mata, il y a une ville qui est proche de la ville. Si c'est une ville qui est proche de la ville, alors on peut voir si l'acheteur il abîme le terrain ou pas, on peut lui faire la remarque. Et donc, selon Abaye, dans ce cas-là, il pourra vendre. Inami Baal Harisu. C'est un autre cas, si le mari lui-même, s'il est métayer, c'est lui qui va travailler la terre. Si c'est lui qui va travailler la terre, on peut supposer qu'il va travailler de façon convenable, et donc on ne va pas abîmer le terrain, et donc selon Abaye, on aurait le droit de le vendre. Inami Zouze Veka Avid Bewiska. Sinon, un troisième cas, si avec l'argent qu'il fait, il va investir cet argent, et que quand bien même il n'aurait pas les pérotes pour avoir de la largesse à la maison, mais il aurait l'argent, et l'argent même qu'il va investir, ça va donner de la largesse à la maison. Voilà, on a fini la Mishnah concernant les Hotsa'a du Nirsemilug, ce qui revient au mari de ce qu'il a dépensé. Maintenant, on va attaquer le cas, la Mishnah suivante, on va nous parler du cas. Donc la Mishnah va nous parler du cas de Shomeret Yavam. Qu'est-ce qu'une Shomeret Yavam? Déjà, qu'est-ce que le Yiboum? Le Yiboum, c'est lorsqu'une femme est mariée avec quelqu'un et que celui-ci meurt. S'ils n'ont pas eu d'enfant, elle est liée au frère de son mari, quelque chose qu'on appelait la Zika. Son mariage avec son ancien mari le lie à son mari, ou alors elle va devoir se marier à nouveau avec le frère de son mari par un procédé qui s'appelle le procédé de Yiboum, et par lequel elle sera considérée sa femme complète.
ou par un procédé qui s'appelle la khalitsa, qui est l'équivalent d'un divorce. Ils vont détacher ce lien qui lie cette femme au frère de son ex-mari. Pendant cette période, entre le décès de son mari et entre une de ces deux procédures, le yiboum ou la khalitsa, elle est entre les deux, elle a un statut qui s'appelle Shomeret Yavam, elle attend son Yavam. On va voir quel est le statut de Senir Semilog au sujet d'une femme qui est Shomeret Yavam. On avait mentionné dans la première Mishnah du Perek le din d'une Aroussa. Une Aroussa qui était fiancée, qui avait reçu des biens. Elle avait reçu des biens en héritage. Étant donné qu'elle n'était que fiancée, si elle vendait ses biens, elle avait la capacité de vendre ses biens, c'était une vente qui prenait effet, qui avait un tokef, qui était une bonne vente. Selon tout le monde, si elle avait vendu ses biens, c'était une bonne vente. Maintenant, il y avait une marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel. Est-ce qu'elle avait le droit de vendre ses biens a priori? A posteriori, selon tout le monde, c'est une bonne vente. Est-ce qu'a priori, elle avait le droit de vendre ses biens, étant donné qu'elle est destinée à un mariage où ses biens vont appartenir, partiellement en tout cas, au mari? Il va avoir un kinyan perot dedans. Et dans cela, on avait une marloquette Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Shammai disait, elle pouvait vendre, tandis que Bet Hillel disait, elle ne doit pas vendre a priori, les khatrila ne doit pas vendre. Ça, c'était tous les cas d'une jeune femme qui était fiancée, une haroussa. Au sujet d'une femme qui est Nessoua, au sujet d'une femme qui est Shomeret Yavam, donc le cas chez nous, tout le monde est d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, que non seulement la vente prend effet a priori la vente peut prendre effet a posteriori, comme c'est le cas d'une Aroussa, mais non seulement cela, mais même Bet Hillel qui disait là-bas qu'elle n'a pas le droit de vendre les Khatrila, sera d'accord ici qu'elle a le droit de vendre les Khatrila dans la Mishnah. Shomeret Yavam chez Naflula Nechassim, une Shomeret Yavam qui a hérité de biens alors qu'elle était Shomeret Yavam, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel chez Mocheret Venotenet Vekayam. Bet Shammai et Bet Hillel sont tous deux d'accord qu'elle a le droit de vendre les Khatrila et que cette vente prend effet. Premier din de la Mishnah. Deuxième din de la Mishnah que nous allons voir, c'est l'héritage d'une Shomeret Yavam. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à une Shomeret Yavam? C'est qu'elle se trouve entre deux statuts. D'un côté, elle est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à son ancien mari, donc elle est un petit peu almana, et donc si elle meurt, ce sont ses héritiers à elle, c'est-à-dire son père ou ses frères à elle, qui doivent recevoir cet héritage. D'un autre côté, elle est un petit peu liée à son mari. Pas à son mari, parce qu'elle n'est pas encore mariée avec lui, mais à son Yavam. Il y a un lien qui la lie à son Yavam, qui fait que lui aussi a, d'une certaine façon, le droit de participer, le droit de recevoir cet héritage. Donc, elle est entre les deux. Ça fait qu'entre entre ses héritiers à elle et entre les héritiers de son Yavam. Et donc, lorsqu'elle va mourir avant d'avoir fait le hibou, on va voir la question, que fait-on des biens qui sont issus de ce mariage? Maintenant, ces biens, il y a trois types de questions que l'on doit déterminer. Il y a, question numéro 1, la question de la ketouba. Ketouba, qu'est-ce que la ketouba? Ce sont la somme que le mari s'est engagé à payer lors d'un divorce ou lorsqu'il mourrait et que la femme deviendrait veuve. Donc la ketouba, c'est le 100, et si c'est engagé à payer 100 pour une béoula ou 200 pour une bétoula, plus avec la tosefet, avec le rajout. Donc point numéro 1 qu'il faut traiter, c'est la ketouba. Point numéro 2, les nirsetson barzel. Que sont les nirsetson barzel? Ce sont les biens que la femme a apportés dans le mariage et que le mari a acquis complètement contre un engagement de rendre à l'issue de ce mariage, c'est-à-dire au niveau d'un divorce ou d'un décès, de son décès, à l'issue donc il a acquis complètement les biens et il s'engage à rendre à l'issue de ce mariage la valeur initiale des biens au moment du mariage, peu importe ce qui se soit passé pendant la durée du mariage, s'ils ont pris de la valeur ou s'ils ont perdu de la valeur, ils s'engagent à rendre les biens qui étaient là au début du mariage, la valeur des biens qui étaient là au début du mariage, et pendant toute la période du mariage, ces biens sont sa propriété, ça lui appartient complètement au mari, ça c'est ce qu'on appelle Nirset Son Barzel.
Donc on a la Ketouba, numéro 1. Numéro 2, les Nirset Son Barzel. Numéro 3, et ça on en parle depuis le début, c'est, depuis le début du Pérec, ce sont les Nirse Milog. Les Nirse Milog, ce sont aussi les biens que la femme apporte dans le mariage, ou qu'elle reçoit en héritage au milieu du mariage, et qu'elle n'est pas d'accord de donner complètement à son mari, mais il partage ses biens, c'est-à-dire que le corps des biens vont lui appartenir à elle, et le Kinyan Perot appartiennent à son mari, et donc ça va être partagé comme ça, une propriété partagée, un petit peu à elle, un petit peu à son mari, quand elle a le Kinyan Agouf et son mari a le Kinyan Perot. Donc ça, c'est les trois biens desquels on doit traiter. Ketouba, Nirseton Barzel, Nirse Milog. Alors, déjà, on va voir que concernant la Ketouba et concernant les Nirseton Barzel, il n'y a aucune marloquette, tout le monde est d'accord, où va aller cet argent. La marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel que nous allons voir ne porte que sur les Nirse Milog. Mais concernant les deux premiers points, il n'y a pas de marloquette. Où est-ce que vont aller ces deux biens? Alors, en fait, comme on l'a précisé plus haut, cette femme, elle se trouve entre ses héritiers à elle et entre les héritiers du Yavam. Donc son héritage se trouve entre ces deux héritiers, comme si c'était un matzav de Safek, une situation de Safek. Que fait-on dans une situation de Safek? On laisse les biens où ils sont. On laisse les biens Becheskatam, où ils sont. Alors on va devoir déterminer chacun de ces biens, où est-ce qu'ils sont, mais le principe est qu'on va mettre ces biens Becheskatam. Alors, la Ketouba, c'est l'argent que le mari s'est engagé à payer en cas de divorce. Mais tant qu'il n'y a pas eu de divorce ou de veuvage, puisque le Yavam est toujours là, alors il ne s'est pas engagé, cet argent reste chez le mari. Donc, nous dit la Mishnah, Aktuva becheskat yorshei abal. L'Aktuva, l'argent qui s'est engagé à payer, va rester chez le Yavam, chez les héritiers du Yavam, puisque c'est dans sa chazaka chez lui. Les Nirseton Barzel, la Mishnah utilise le terme de Becheskatan. On va les laisser dans sa chazaka, comme on a expliqué plus haut. Dans un cas de Safek, on laisse les Nechassim Becheskatan. C'est quoi la chazaka de ces Nechassim? Alors Tosfot explique, a priori tout simplement, étant donné que le mari avait un kinyan complet dans ses Nechassim, et que ce kinyan complet des Nechassim passe au Yavam, c'est Becheskat, le Yavam. Qui avait la propriété dessus? C'était la femme ou le mari? C'était le mari et pas la femme. Donc ce qui était au mari passe au Yavam. Et donc, lorsque la Mishnah nous dit Nechassim Becheskatan, ça fait référence au fait que les Nechassim, les Nirseton Barzel, vont dans la Cheskat du Yavam. Donc pour l'instant, on a dit la Ketouba et les Nirseton Barzel vont chez le Yavam ou chez ses héritiers. Sur ce deuxième point, Rashi présente qu'en réalité c'est une marloquette. Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Tosfot dit Nechassim Becheskatan, ça veut dire que ça va chez le Yavam ou chez ses héritiers. Rashi dit non, quand on dit Becheskatan, c'est une marloquette qu'on a vue dans un autre endroit, et donc il y a une question, comment juger ça? Est-ce que c'est Becheskat le Yavam, ça va au Yavam, ou c'est Becheskat la femme, et donc ça va à ses héritiers? Peu importe. Maintenant, les Nirseton Barzel, ça va être la question. Comment est-ce qu'on va traiter les Nirseton Barzel? Ça, on a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous dit Yechalku Yorshei Abal im Yorshei Av. On va partager. On est dans un cas de Safek. On partage moitié pour ses héritiers à elle, moitié pour ses héritiers à lui, au Yavam. Ou Beth Hillel nous dit non, Nichasim Viyotzim Ema Becheskat Yorshei Av. Ça reste chez ses héritiers à elle, donc chez les Yorshei Av, les héritiers de son père, c'est de son père à elle. Pourquoi? Parce que le kinyan, comme on a précisé, le kinyan agouf, l'objet, le corps de ce bien lui appartenait à elle, donc c'est Becheskat que c'est à elle, et c'est elle qui va l'hériter. Donc encore une fois, Ktuba, tout le monde est d'accord que ça va chez le Yavam. Les Nirseton Barzel, Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord. Sur quoi sont-ils d'accord? Marloket Rashi Tosfot. Tosfot nous dit que ça va chez le Yavam. Rashi nous dit c'est une marloket Amoraïm, à savoir est-ce que ça va chez le Yavam
ou chez ses héritiers à elle. Nirse Miloug, alors là il y a une marloquette réelle, marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai nous dit on fait 50-50, Bet Hillel nous dit non, ça va tout chez ses héritiers à elle, chez les héritiers de son père. Dans les mots, Meta, si la Shomeret Yavam meurt, Maya se bektubata, Maya su bektubata, qu'allons-nous faire dans sa ktuba ou benechasim nichnasim veyotzimima, quand le terme ktuba ici inclut le sang et les 200 et les rajouts et les nirse son barzel. Donc qu'allons-nous faire de ces trois biens? Bet Shammai omri, michalku yorusha balim yorusha. Bet Shammai nous dit, précise Rashi sur les nirse milog, les héritiers du mari et les héritiers du mari, c'est-à-dire les héritiers du yavam et les héritiers du père, de la fille, vont se partager 50-50. Ou Bet Hillel omri, Bet Hillel nous disent, Nechassim becheskatam, les nirset son barzel restent dans le chazaka, comme on a expliqué plus haut, marloket Rashi Tosfot, est-ce que c'est becheskat yavam ou est-ce que c'est marloket amoraim si c'est le yavam ou si c'est elle. Vektuba becheskat yorshé abal. La ktuba, quant à elle, laissant les 200, ça reste chez les héritiers du mari, yorshé abal. Nechassim, anichnasim, vayotzimima, becheskat yorshé av. Là, Bet Hillel n'est pas d'accord avec Bet Shammai. Il nous dit que les nechassim, anichnasim, vayotzimima, les nirse milug, becheskat yorshé av, restent chez ses héritiers à elle, chez les héritiers de son père. Point numéro 2 de la Mishnah. Point numéro 3 de la Mishnah. Lorsqu'on fait l'yiboum, le Yavam doit s'engager à payer la Ktuba, donc c'est 100 et c'est 200, que en cas de divorce ou si il meurt avant elle, il devra payer les 100 et les 200, donc il s'engage à payer une Ketouba lorsqu'il fait l'Iboum. Mais il ne s'engage à payer la Ktuba uniquement des biens qu'il a reçus en héritage de son frère. En effet, lorsque le Yavam fait le Tiboum, c'est lui qui devient l'héritier principal de son frère, c'est lui qui récolte tout l'héritage. Maintenant, point numéro 1, il récolte l'héritage. Point numéro 2, de cet héritage, il doit payer la Ktuba. Alors, étant donné qu'il doit payer la Ktuba de cet héritage, on va dire qu'il reçoit cet héritage pour lui, mais il est limité, il n'a pas la capacité de les vendre, il n'a pas le droit de les vendre. Pourquoi ? Parce que tous ces biens sont assujettis au paiement de la Ketouba. Étant donné que tous ces biens sont assujettis au paiement de la Ketouba, on va lui interdire de vendre tous ces biens, quand bien même il serait d'une valeur plus élevée que la valeur de la Ketouba, on va lui interdire de vendre tous ces biens pour s'assurer qu'il va au bout du compte bien payer la Ketouba en cas de besoin. Maintenant, ça c'est tous les cas, tout est assujetti lorsqu'on parle de biens mékarkaïm, de biens immobiliers. Ça, tout le monde est d'accord que les biens sont assujettis à la Ketouba et qu'il n'a pas le droit de vendre ces biens. La question se pose, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de biens mobiliers, de métalténine? Est-ce qu'il va avoir la capacité de vendre ces biens ou pas? C'est-à-dire, est-ce que les biens métalténines sont assujettis, sont liés à cette Ketouba, qui fait qu'il va avoir l'obligation de payer la Ketouba sur ces biens métalténines ou pas? Ça va faire l'objet d'une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir va nous dire oui, quand bien même il aurait laissé que des biens mobiliers, que des métaltélines, il est obligé de payer la Ketouba avec ça, et par conséquent, il a l'interdiction de vendre ses biens. Chachamim nous disent non. Si le premier mari meurt et il laisse des biens mobiliers, ces biens mobiliers ne sont pas liés à la Ketouba, donc ils appartiennent complètement au Yavam. Il a hérité complètement de ses biens, il peut faire ce qu'il veut avec. Sauf si, du temps où le premier mari était encore en vie, la femme a attrapé ses biens et a dit « je veux prendre ça, qu'il soit une garantie pour ma ketouba ». Si tafsa michaim, si elle a attrapé ses biens et les a destinés à sa ketouba, alors là, oui, ça fera objet, ça sera lié à sa ketouba. Donc reprenons, nous avons la marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que les biens métaltélines, est-ce que les biens mobiliers sont liés à la ketouba, sont meshoubadim, assujettis à la ketouva, qui aurait pour conséquence que le yavam, lorsqu'il hérite de ses biens, n'a pas la capacité de les vendre, ou est-ce qu'il aurait la capacité de les vendre? Rabbi Meir nous dit que les biens métaltélines sont liés, tandis que Chachamim ne sont pas d'accord avec cette affirmation.
Maintenant, lorsqu'on va nous présenter le deal, on va nous parler de 3 types de biens immobiliers, de biens mobiliers. S'il a reçu de l'argent, s'il a reçu des fruits qui sont déjà été coupés, donc c'est des biens mobiliers, et s'il a reçu des fruits qui sont liés au terrain. Alors, c'est une terminologie qu'on a déjà vue plus haut dans la Mishnah plus haut, mais si ce sont des fruits qui sont liés au terrain, comment est-ce qu'on va estimer si c'est des métaltélines ou pas? Eh ben on va évaluer la valeur du terrain sans les fruits et la valeur du terrain avec les fruits. Ça va nous donner la valeur des fruits qui sont sur ce terrain. Voyons voir. Maintenant, donc, le premier principe, c'est que si le frère a laissé des terrains, c'est sûr qu'ils sont assujettis à la ketouba. Maintenant, c'est sûr qu'ils sont assujettis à la ketouba et qu'il n'a pas le droit de les vendre. Maintenant, que se passe-t-il s'il n'a pas laissé des biens immobiliers, mais des biens mobiliers? Si son frère a laissé dans son héritage de l'argent, que doit-il faire? Il a karban karka v'ochel perot. Étant donné qu'il ne peut pas le vendre, il ne peut pas terminer cet argent, donc il va acheter avec ses biens un terrain. Et donc ce terrain, ce sera pour payer la ketouba, et lui, il aura le droit de profiter de ce terrain, de manger les fruits de ce terrain. Perot atlushim min karka, il est karban karka v'ochel perot. Il en est de même pour les fruits qui ont déjà été cueillis. Il va acheter avec ses fruits un terrain et il va manger les fruits de ce terrain. Hamechubarin pakarka. Les fruits qui sont liés au terrain. Omar Rabbi Meir shaminotan kama hinyafin beperot ve kama hinyafin belo perot va mutar il a karban karka v'ochel perot. On va évaluer la valeur du terrain avec les fruits et la valeur du terrain sans les fruits. Comme ça, on va arriver à la différence. Ce sera la valeur des fruits qui sont sur ce terrain. Et donc, ils seront tous deux qui sont assujettis à cette ketouba. Va mutar il a karban karka Ve'u ochel perot. Chachamim omri. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Chachamim nous disent perot amechubarin bakarka shelo. Les fruits qui sont liés au terrain lui appartiennent à lui. Pourquoi est-ce qu'ils lui appartiennent à lui? La Gemara va poser la question que, en fait, il ne faut pas dire à lui, mais elle va répondre qu'il ne faut pas dire à lui, il faut dire à elle. Pourquoi est-ce que c'est à elle? Parce qu'encore une fois, la question est déjà Mechoubarin la Karka, on a deux possibilités de voir ces fruits. Est-ce qu'ils sont considérés comme des biens mobiliers ou des biens immobiliers? Mais en tout cas, étant donné que c'est considéré comme, Chachamim nous disent comme c'est considéré comme des biens mobiliers, pardon Mechila, Chachamim nous disent étant donné que les fruits sont encore attachés au terrain, c'est même pas considéré comme des biens mobiliers, mais comme des biens immobiliers, puisqu'ils sont toujours attachés à la terre. Et de ce fait, ça lui appartient à elle, donc ils sont assujettis à la ketouba. Par contre, hatelushin minakarka, kol hakodem zacha bahen, kadam hu zacha, kadmahi, les karban karka, v'ochel perot. S'il s'agit de fruits qui sont cueillis, et donc qui sont détachés de la terre, qui sont donc des biens métaltélines, qui sont des biens mobiliers, kol hakodem zacha bahen, toute personne qui les a saisis avant le premier, c'est lui qui les a c'est lui qui en a le psrout. Zacha ou zach kol hakodem zacha bahen. Kadam hu zacha. Si c'est lui qui les a pris en premier avant que la femme, alors c'est lui qui ils sont complètement à lui. Kadmahi il a karban karka v'ochel perot. Si c'est elle qui a précédé la sria de son yavam, quand son premier mari était encore en vie, comme on a précisé plus haut, alors ça lui appartient, et ses biens seront assujettis à la ketouba. Il va devoir donc acheter un terrain et manger les fruits. Kansahi, donc ça c'est le troisième deal. Que se passe-t-il lorsqu'ils font effectivement ce yiboum? Kansahi, arehi ki ishto lechol davar, ou bilvad, ou bilvad, kansahi arehi ki ishto lechol davar, ou bilvad shetehe ktubata al nirse ba'al harishon. Si il s'est marié avec elle, c'est sa femme complètement. Juste au sujet de la Ketouva, sa Ketouva ne sera payée que de l'héritage de son premier mari. Il ne peut pas lier et dire voici les biens avec lesquels tu vas récupérer ta Ketouva, mais tous ces biens sont responsables de la Ketouba. De la même façon, un homme ne peut dire à sa femme voici, je t'ai préparé les biens qui seront
pour le paiement de ta ketouba, mais tous les biens d'un mari sont liés à la ketouba. Girsha en la ketouba, ichzira arei kechol anashim ve'en la ketouba bilvan. À partir du moment où il le divorce, elle n'a que sa ketouba, elle ne reçoit que la ketouba, quand bien même tous les biens du premier mari étaient assujettis pour ce paiement, c'est uniquement à la valeur de la ketouba. Une fois qu'il lui donne la ketouba, tous ces biens, il peut les vendre. Irzira, harei kechol anashim ve'en la ketouba bilvan. Si, après l'avoir divorcé, il se remarie avec elle, et le statut de toutes les femmes, comme toutes les femmes, elle la ketouba bilvan, elle ne reçoit que sa ketouba. Elle n'a que sa ketouba. Et la Gemara va parler de ce cas, quel est le chidouche exactement dans ce cas-là. Voilà, Baruch Hashem, on a fini le daf Pei Amoud. On a fini le daf Pei Amoud Aleph et Pei Amoud Bet, qui nous a parlé des Hotsaot, comment gérer les Hotsaot que le mari faisait sur ses Netsamilog. Puis on a commencé cette longue Mishnah, difficile Mishnah, qui nous va parler du din de Shomerat Yavam. Demain, Bezrat Hashem, on va faire le daf Pei Aleph, qui va rentrer en plus en détail dans l'héritage de Shomerat Yavam, avec des dins assez compliqués. Bonne journée!